Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain, pardon, l'ensemble humain, dans sa totalité, construit sans le savoir, en l'ignorant encore pour l'instant, mais cette prise de conscience est à venir, elle est très proche de nous finalement. Construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. En réalité, on construit un état d'ultime perfection, alors qui évidemment adviendra dans quelques siècles. Il faudra encore un petit peu d'évolution, il faudra quelques siècles d'évolution vraisemblablement, mais c'est notre direction et c'est notre finalité selon mon analyse, que j'essaye la plus rationnelle possible. Pour ça, il faut aller sur le site mécaniqueuniverselle.net où j'essaye d'éclairer de façon rationnelle justement cette finalité. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages comme le dernier, c'était sur un bouquin que j'ai trouvé de Condorcet, ses réflexions sur l'esclavage. Et là, eh bien, je voudrais venir sur un philosophe que j'adore. Et alors, ces vidéos de professionnels, c'est-à-dire je suis pas un universitaire, j'ai pas fait d'études, je connais très peu les sujets que j'essaie de développer ou d'éclairer, et c'est surtout un alibi pour éclairer la théorie dont je vous parlais tout de suite, c'est-à-dire pourquoi l'humanité va vers son ultime perfection. Qu'est-ce que nous construisons? Alors pour éclairer ça, je m'appuie sur des livres ou des audios, des émissions de philosophie que j'écoute sur France Culture la plupart du temps ou d'autres émissions. Et bien là, je voulais parler de Plotin. Et Plotin, il y a quelque chose chez lui qui est vraiment incroyable. Donc j'avais lu un livre alors je me souviens plus, mais c'est la sommité qui a écrit sur Plotin et qui m'avait vraiment montré que c'est la théorie que je développe et qui dit l'humanité va vers sa perfection, cette perfection, en dehors d'une perfection technique, technologique, on va dire, ou technique, ou sociale, qui est le côté matérialiste de cet état de perfection, c'est-à-dire la paix universelle, un fonctionnement universel, le 100% écologique, où l'homme n'a plus aucun impact négatif sur la planète, sur les autres espèces, où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, etc., etc. Ça, c'est le côté technique de cette accession à la perfection. Mais le fondement, la réalité, pourquoi nous cherchons à atteindre cet état de perfection, c'est pour jubiler, pour atteindre le bonheur absolu, pour atteindre l'amour absolu, pour atteindre le niveau, le plus haut degré de l'esprit, qui est l'extase. L'extase, le nirvana, la béatitude, peu importe comment on appelle cet état de contemplation, de sérénité, de sagesse, mais voilà, c'est un état bien particulier qui n'a rien à voir avec l'état ordinaire de conscience. C'est un état de conscience supérieur, un état de conscience inouï. Quand on a fait cette expérience de l'extase, et pour l'avoir fait de façon accidentelle, quelques mois après avoir découvert cette théorie, après avoir plongé dans cette
phrase que j'avais imaginée, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, eh bien, je suis tombé dans cet état d'extase. Et cet état d'extase, c'est un état où il n'y a plus d'activité, on est juste en contemplation, on est en jubilation, on est en jouissance inouïe, physique, qui ne s'arrête pas, quoi. À part quand voilà, ça a duré une semaine, et quand j'en suis sorti, je suis revenu à un état ordinaire. Mais dans cet état, c'est quelque chose qui ne se voit pas physiquement, on se comporte de façon ordinaire. La seule chose, c'est que moi, qui suis un peu agité comme ça, qui bouge les mains, les trucs, dans cet état-là, j'étais dans un état de zénitude absolue, de calme, de sérénité totale, avec beaucoup de difficultés à parler parce que ça demande un effort de parler, il faut se concentrer, voilà, là j'étais dans un état qui était un état de contemplation, d'extase tout simplement. Et bien c'est ce que l'humanité cherche à atteindre. Pourquoi? Ça, seul le futur pourra le comprendre. C'est encore trop tôt pour comprendre pourquoi l'humanité se dirige vers ça. Pour nous, moi, au moment où je suis, je peux amener cette idée, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, c'est ce qu'on peut arriver à imaginer en l'an 2020 et quelques, mais pour le pourquoi, c'est quelque chose qui concerne le futur. Voilà, c'est à chaque étape de l'évolution de l'humanité, il y a un niveau de conscience bien précis qui peut pas être au-delà. En 1400, les êtres, même les gens les plus intelligents de l'époque, les plus imaginatifs, les plus pointus, ils pouvaient pas imaginer qu'on aurait des avions, un TGV, des téléphones portables, qu'on pourrait communiquer avec l'ensemble de la planète et qu'on connaîtrait toute la planète. C'était impossible pour eux. Donc voilà, chaque étape a son niveau de conscience. Alors là, donc sur ce plotin, c'est une émission qui passe sur France Culture, Plotin et l'extase, avec Gwenaëlle Aubry. Donc c'était l'émission, c'est un podcast, je vois pas sur quelle émission c'est. Bon, bref, c'est pas grave. Donc je lance, j'écoute, je découvre un petit peu parce que je l'ai écouté de façon, j'ai entendu des petits passages pendant la nuit et donc je le découvre en même temps que vous et j'essaye de commenter ou de dire, de faire des digressions. Allons-y. Le régime des passions. Une série d'émissions enregistrées sur la grande scène du théâtre de l'Odéon, un partenariat France Culture, Philosophie Magazine. Ah, alors en fait, c'est Raphaël Enthoven. Je reconnais sa voix. Aujourd'hui, l'extase, selon Plotin. En compagnie de la philosophe et écrivain Gwenaëlle Aubry, texte lu par Georges Claes, à la technique Arthur Gerbeau et Pierre Quintard, à la réalisation Rafik Zénine. Peut-on reprocher au philosophe d'être un homme, de connaître le bien, de l'approuver, tout en faisant le mal, d'avoir sur le papier remède à tout et en pratique mal au monde entier? Autant reprocher à l'esprit d'avoir un corps. Si toute philosophie est un peu la confession du philosophe, dans la mesure où le système qu'il donne sert également de paravent à ses passions, alors évoquer le régime des passions
c'est en venir à la racine même des idées. Dans la philosophie de Plotin, où toute vertu consiste, ce sont ces derniers mots, à faire remonter ce qu'il y a de divin en soi, à ce qu'il y a de divin dans l'univers, l'âme de l'homme. Donc toute philosophie consiste à faire monter ce qu'il y a de divin en soi. Et ça, je pense que, voilà, elle dit tout, cette première base. Parce qu'en fait, c'est ça. Mais pour le philosophe, c'est pas de le faire monter juste pour jubiler, sinon ça serait un spirituel, ça serait un ascète, ça serait un moine, je sais pas, qui chercherait à atteindre cet état, un moine zen, un moine qui chercherait à atteindre cet état juste pour l'incarner, pour le vivre. Le philosophe va peut-être pas chercher à l'atteindre. Pour Plotin, oui, c'était le cas, je pense. Mais de nombreux philosophes l'ont expérimenté, l'ont atteint par accident, cet état-là. Ont expérimenté cet état par accident ou par technique, comme je pense que Platon a vécu des expériences d'extase pour en parler, pour parler par exemple, de la montée de l'amour, ou pour pouvoir écrire ce qu'il écrit sur ce que dit Diotime, ce qu'il fait dire à Diotime dans le banquet. Il a vécu vraisemblablement cet état de perfection, cet état d'extase, qui est cet état de perfection dont je parle. Et le philosophe, c'est pour l'éclairer, pour le donner à l'humanité, qu'il doit ressentir, qu'il doit comprendre d'une manière, soit physiquement, donc expérimentalement, il va faire l'expérience de l'extase. Comme je disais, ça peut être de façon accidentelle, et je crois que c'est le cas de Pascal, il fait une chute et il tombe un peu dans cet état. C'est peut-être le cas de Jean-Jacques Rousseau et de nombreux philosophes finalement, qui vont faire cette expérience, et en fait de philosophes, mais d'êtres humains, hein, parce que en réalité, il y a beaucoup d'êtres humains qui font ces expériences-là. Elles sont très brèves. La plupart du temps, on ne s'interroge pas sur ce qu'on vient de vivre, la sensation qu'on vient de ressentir. Ça peut être des sensations liées à l'amour, peut-être même au désir, peut-être, etc. Mais on n'y attache pas l'importance que va y attacher peut-être le philosophe, qui va vouloir vraiment expliquer ça pour ses frères humains. Est amphibie. En ce qu'elle anime un corps matériel, l'âme court le risque de s'égarer dans ce triste reflet, de verser dans l'amour propre et de prendre la vessie charnelle pour une lanterne céleste. En ce qu'elle procède à l'inverse de l'âme du monde. Il lui appartient, au contraire donc, et toujours, de se convertir, de se recueillir, de s'élever au-delà d'elle-même. L'enjeu est donc de savoir ce qu'ici-bas, nous choisissons d'oublier, entre d'un côté les faux semblants de la matière, et de l'autre la véritable réalité que ces faux semblants dissimulent. Mais, alors, derrière ce dualisme apparent, on va en parler, il faut lire peut-être l'invitation qui nous est faite à vivre dès maintenant l'existence la plus noble, à contempler ici-bas la lumière venue de son principe. On pourrait même d'ailleurs pousser cette logique à son terme et dire que l'au-delà plotinien n'est pas tant un ailleurs que le synonyme enchanté de l'ici-bas, ou la réalité soustraite par la simplicité d'un regard à la matière qui la gangrène. D'ailleurs, si j'ose dire, Plotin, qui téta sa nourrice jusqu'à l'âge de 8 ans, n'avait pas honte d'avoir un corps, mais plutôt, je crois, de se trouver à l'intérieur comme un animal empesé. Dans la petite biographie que lui consacre son disciple Porphyre, ce dernier raconte qu'à l'exception de quelques frictions dorsales, Plotin négligeait résolument de se laver, ou encore de se soigner. Ainsi, le philosophe souffrait, paraît-il, d'un flux de ventre,
mais ne voulait prendre ni lavement, ni bain, ni le moindre médicament. Et quand les malheureux qui lui frictionnaient le dos moururent de la peste, il se passa même de ce soin et attrapa une esquinancie qui, détruisant sa gorge, le rendit presque inaudible. Avec l'âge, le visionnaire Plotin devint quasiment aveugle, tandis que les mains et les pieds se couvraient d'ulcères purulents, à tel point que, comme il sentait très mauvais et qu'il avait pour habitude de saluer ses amis en les embrassant, ceux-ci feignaient souvent de ne pas le voir et changeaient de trottoir. Mais Porphyre raconte aussi que, citation, « quand il parlait, on voyait l'intelligence briller sur son visage et l'éclairer de sa lumière. Il devenait alors vraiment beau. Un peu de sueur coulait sur son front et sa douceur transparaissait. » Souvent, m'éveillant de mon corps à moi-même. Alors, bon, il a une façon de raconter les histoires, Raphaël Enthoven, qui est vraiment passionnante. Donc, c'est très intéressant. Et la personne qui lit après, là, je viens juste d'entendre le début de ses paroles, j'adore cette façon de lire. C'est incroyable. Devenu alors extérieur à tout le reste et intérieur à moi-même, contemplant alors une beauté merveilleuse, sûr alors d'appartenir au plus haut point, au monde supérieur, ayant vécu de la vie la plus noble, étant devenu identique au divin, m'étant fixé en lui, étant parvenu à cette activité suprême et m'étant établi au-dessus de toute autre réalité spirituelle, quand, alors ça, après ce... c'est l'état d'extase, ça c'est la description de l'état d'extase. C'est ce qu'au Plotin, qui n'a pas écrit, mais qu'il a dit sans doute à Porphyre, qui lui a écrit a relaté tout ce qui avait été dit par Plotin, ce qui vient d'être dit, de se retrouver de se retrouver au-dessus, en fait, de la vie ordinaire, de la pensée ordinaire, dans un état complètement différent. Il décrit l'état d'extase. Voilà, qui est cet état particulier dont je parlais tout à l'heure. Repos dans le divin, je retombe de l'intellect au raisonnement. Je me demande comment j'ai pu... Alors, de l'intellect, quand on retombe de l'intellect au raisonnement, et le terme intellect ne veut pas dire l'intellectuel, l'intelligence, la réflexion. Justement, l'intellect, c'est l'état d'extase, c'est l'état où il n'y a plus de réflexion, c'est la contemplation. Quand je tombe de la contemplation, on pourrait dire comme ça, à la réflexion, c'est une douleur en somme, quand on sort de cet état-là. Et je me rappelle très bien comment j'en suis sorti au bout d'une semaine de cet état, de façon où j'ai récupéré toutes mes angoisses. Je suis quelqu'un d'agité, d'anxieux, voilà, j'ai un tas de pathologies liées à mon enfance qui font que je suis dans l'intranquillité, on pourrait dire. Alors que dans l'état d'extase, j'étais dans un état de tranquillité absolue. Et de revenir dans cet état d'intranquillité, j'ai vu comment c'est revenu, mais en quelques secondes, peut-être en une minute, je suis revenu dans cet état ordinaire de conscience qui fait que, voilà, on est dans cette agitation. Et c'était pas une souffrance, parce que je ne comprenais pas, je n'ai pas compris ce qui se passait, ce que j'étais en train de vivre quand j'étais dans l'extase. J'ai vécu ça de façon accidentelle, je suis tombé là-dedans, et puis j'y suis resté une semaine, mais sans pouvoir me demander ce qui se passait. Et quand j'en suis sorti, c'est peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois après que j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce qui s'était passé, et à revenir, à me remémorer cet état, et donc analyser tout ce qui s'était passé. J'en ai fait... je l'ai écrit, j'ai essayé de bien l'expliquer et de l'éclairer à ce moment-là. Jamais, et cette fois encore, descendre ainsi. Comment mon âme
a pu jamais venir à l'intérieur d'un corps si déjà, lorsqu'elle est dans un corps, elle est telle qu'elle m'est apparue. Dans l'extase. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, ça, c'est autre à chose. peine ma bougie éteinte... Ça, c'est longtemps je me suis couché de bonne heure. C'est Proust. Voilà. Mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis, elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. Gwenaël Aubry, bonjour. Bonjour. C'est fou comme Plotin écrit bien. C'est aussi un écrivain, oui, bien sûr. C'est aussi un écrivain. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que la première phrase de La recherche du temps perdu fait mais écho, alors au syntagme, souvent Alors m'éveillant. Alors je me suis trompé. Je pensais que c'était pas Plotin qui écrivait, mais apparemment c'est Plotin qui écrit. Donc oui, effectivement. Ça vaudrait presque le coup de repasser cette vidéo. Voilà. Bon, en tout cas, on va aller au bout de cette... de mon corps à moi-même, par lequel Plotin commence la plus belle de ses Énéades. Est-ce qu'on peut dire que le narrateur de La recherche, qui ne cite Plotin qu'une fois dans La recherche, pour expliquer d'ailleurs qu'il peut en dire le système aussi bien que d'autres, surpris par le sommeil qui l'attrape avant qu'il ait le temps de dire « je m'endors » et donc... Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, c'est la première, elle est un peu laborieuse, mais comme toutes les autres d'ailleurs, elle ne change pas, il n'y a pas une grosse différence. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt dans ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre site, vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité du site, et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'essaye de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, son ultime perfection. Voilà. Et puis maintenant, il y a un petit espace pour les dons. Vous cliquez, vous voyez à quoi peuvent servir les dons si ça vous intéresse de soutenir cette cause. À très bientôt. Merci. Et alors, où est-ce que j'appuie déjà? C'est pas là, c'est là. Voilà. Merci, à très bientôt.